Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur Fatmir Football, la chaîne exclusivement foot féminin. On va parler dans cette vidéo de la 9e journée de Première Ligue Arkema. Bon, c'est un peu redondant comme expression. Première Ligue Arkema, c'est le nouveau nom donc du championnat de France. On va faire avec. Et on va surtout axer nos commentaires sur les trois de devant, ceux qui forment le tiercé gagnant en ce moment du championnat de France, c'est-à-dire l'OL, le PSG et le PFC. On va commencer par l'OL, bien évidemment, ensuite on parlera du PSG et enfin du PFC. On va revenir dans cette vidéo donc sur le match Le Havre OL, Le Havre qui recevait au stade Océane, donc le stade du club, cette équipe de l'OL qui mène un train d'enfer dans cette première ligue Arkema. Et on va revenir bien évidemment sur les schémas tactiques, vous le savez, schéma tactique des deux entraîneurs. On va ensuite parler un petit peu des enjeux du match rapidement. On va parler aussi donc du déroulé du match et puis enfin on mettra comme d'habitude les notes pour les joueuses sur ce match. Alors, est-ce que cette 9e journée était synonyme pour Lyon du retour de Selma Bacha? Retour non pas dans l'effectif, on sait qu'elle s'entraîne depuis un certain temps, mais retour surtout sur les terrains. Ça, on va l'aborder un peu plus tard, notamment dans le déroulé du match. Là, on va s'attacher quand même au schéma tactique. Ce qu'avait mis en place donc Max Di Liberto, l'entraîneur donc du Havre, c'était on va dire un 4-5-1 quand même. On a l'habitude à Lyon d'affronter des équipes qui proposent un milieu de terrain très fourni, qui travaillent beaucoup pour protéger bien sûr la cage. Donc on part sur un 4-5-1 avec notamment Efa, donc l'attaquante longiligne, à la pointe de ce dispositif, un 4-5-1 qui se transformait sur les phases offensives en 4-4-2. De l'autre côté, Joe Montemurro donc est revenu à un 4-3-3 classique avec un milieu de terrain Marozane, Van de Donk et la troisième personne qui était on avait donc Marozane, oui, Van de Donk, et puis il n'y avait pas Igurola qui avait été mis au repos, et à la place Joe Montemurro avait mis donc Sarah Dabritz pour ce match, et puis donc une ligne d'attaque avec Diani, Eugénie Le Sommer et puis Tabitha Chawinga côté gauche. Voilà ce qu'on pouvait dire de façon notable, avec aussi Sofia Huerta donc qui jouait à la place d'Ellie Carpenter côté droit, une Sofia Huerta dont on sait la polyvalence, dont on connaît la polyvalence, qui amène beaucoup pour le groupe. C'est un peu le couteau suisse de l'équipe. Et voilà, donc elle jouait côté droit. Voilà ce qu'on peut dire sur ce schéma tactique. Après, sur les détails, sur les positionnements, on avait quand même une bande de donc qui n'était pas comme indiqué sur le schéma tactique officiel en numéro 6. C'était plutôt Dabritz qui était devant la défense et Marozane et Van de Donk qui étaient un peu plus devant. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces schémas tactiques. Bon, ce qu'on peut dire sur ce match, sur le déroulé de ce match, c'est que l'OL est toujours à la recherche de son expression collective. Ce que j'entends par là, c'est que l'OL, au travers des préceptes, des idées de Joe Montemurro, est une équipe qui doit
avoir une expression collective huilée, avec une possession de balle quand même très importante, un jeu quand même maîtrisé dans l'ensemble, voilà, avec un contrôle du match de la première à la 90e minute. On est encore sur des matchs heurtés de la part de l'OL. Certains matchs, on a eu des matchs où on a vu ce que pouvait donner l'OL quand tout s'imbrique, tout est au vert. On a l'impression à ces moments-là que l'OL est injouable et presque comme une machine qui broie donc son adversaire. Là, c'était loin d'être le cas. On avait une équipe de l'OL très frustre techniquement, au travers de joueuses qui d'habitude ont une qualité technique au-dessus de la moyenne et qui là proposaient une technicité loin d'être parfaite, à l'image de Marozane, qui était dans la lignée de ce qu'elle avait fait contre l'AS Rome à la maison. On sent un peu que Maro est peut-être un peu cuite physiquement. C'est vrai qu'elle a été beaucoup sollicitée par Joe Montemurro, même s'il l'aménage de façon brillante. Elle est pas tout le temps sur le grill, mais elle a quand même fait énormément de matchs, surtout par rapport à l'année dernière. C'est une joueuse quand même, certes expérimentée, mais aussi sur le dernier tiers de sa carrière, voire en toute fin de carrière, qui a encore des coups de patte incroyables, mais qui a pas une consistance. Et dans ce sac-là, je mets Maro, effectivement, mais je peux mettre Van de Donk, qui est en deçà de ses standards. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais ça revient de façon lancinante. C'est inquiétant quand même. Je peux mettre ELS aussi, qui certes a marqué un but, encore une fois dans le match, mais qui manque de consistance physique et technique. Et ça, c'est très important. Pour donner de la continuité justement à cette équipe de l'OL, il nous faut des joueuses qui soient sur un niveau moyen très très élevé. Et quand on parle des niveaux moyens des joueuses de l'OL, certaines sont vraiment en deçà de ce qu'il faut mettre sur le terrain pour qu'on ait un OL très très compétitif. Ce qu'il faut dire aussi, donc face à cette OL empruntée, c'est qu'on avait quand même une équipe du Havre qui a montré un très beau visage, notamment en première mi-temps, voilà, qui a pressé très fort cette équipe de l'OL et qui a montré vraiment de très belles choses. Et quand vous avez une équipe comme ça qui vous presse très fort, très haut, il faut être précis techniquement. Ce dont a manqué l'OL. C'est pour ça qu'on a vraiment eu, l'équipe de l'OL a vraiment eu du mal à se créer des occasions déjà, et a fortiori des occasions franches. Donc c'est vrai que c'était un bel exploit du Havre. On va voir les choses comme ça. Et forcément, le Havre, qui a beaucoup donné sur le terrain, qui a beaucoup couru pour proposer une défense quand même très difficile à percer, finalement, s'est fait percer, notamment avec ce but de Majri qui arrive en toute fin de première mi-temps, à la 43e minute, à la suite d'un coup de pied arrêté. Voilà, on sait que les coups de pied arrêtés, c'est une arme incroyable pour l'OL. Qui en usent, faut pas qu'ils en abusent, mais c'est une arme qui permet. Alors là, ça n'a pas été sur le corner qu'il y a eu le but, mais c'est l'action d'après qui a emmené le but d'Amel Majri. Et ce qui est à noter quand même, c'est que à la demande du coach, Amel avait changé d'aile avec Diani, ce qui a aussi porté ses fruits, puisqu'elle a joué sur son faux pied et qu'elle a pu rentrer et rentrer dans la surface et tirer avec son pied gauche. Donc ça c'était vraiment intéressant.
Après, en deuxième mi-temps, donc on peut noter aussi le fait que Sombat est entré à la place de Zvava, qui visiblement a une blessure à la cheville. Au moment où je vous parle, j'ai appris qu'elle était forfait pour concernant l'équipe du Danemark pour cette trêve internationale. Donc ça va lui permettre de se reposer et de repartir de plus belle dans 15 jours. Donc je l'ai dit, Amel Majre a marqué le premier but. Deuxième but donc intervient avec ELS au bout d'une très belle action, un très beau débordement de Diani comme on la connaît. Elle n'a pas été toujours très juste non plus dans ce match, mais sur ce débordement, elle a fait ce qu'il fallait. Un joli centre en retrait, et puis ELS qui finit formidablement bien. Donc ça, c'était super. Juste avant qu'elle soit remplacée en plus par Ada Egerberg, donc ça lui permet quand même d'emmagasiner encore de l'expérience pour ELS. J'avais dit qu'elle marquerait une dizaine de buts, elle en est à 2. Ça sera quand même difficile, mais pourquoi pas sur la fin de saison. On arrive bientôt au terme des matchs allés. Pourquoi pas sur la phase retour. On verra bien. Et puis donc le troisième but qui est venu avec une entrante aussi, Vicky Béchaud. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est peut-être le déclic qu'on attendait tous pour que Vicky Béchaud puisse se lâcher sur le terrain. C'est une joueuse qui peut énormément apporter. Je le répète aussi dans beaucoup de mes vidéos. Vicky Béchaud est une joueuse incroyable qui est loin d'avoir montré ce dont elle est capable, croyez-moi. Donc avec de la confiance, alors il va falloir peut-être encore d'autres buts, d'autres actions de classe, qu'elle gonfle ses statistiques sur les passes décisives, sur les buts. Mais ce but peut tout changer et permettre vraiment d'avoir une Vicky Béchaud incroyable, de très haut niveau. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le déroulé du match. Alors bien sûr, je vous mets le score du match. Donc l'OL qui va gagner à l'extérieur au Stade Océane, donc contre cette équipe du Havre, 3-0. Ça leur permet bien évidemment de garder la première place. Donc on peut dire que c'est à 2 journées de la fin des matchs allés, on peut dire que c'est presque un sans faute de la part de l'équipe de l'OL. Si ce n'est ce match nul contre le PFC, sinon ce n'est que des victoires. Ça permet à Joe Montemurro quand même d'asseoir un peu plus son autorité, sa crédibilité auprès des dirigeants du club, auprès des joueuses, de faire encore passer plus ses messages. Je pense qu'on est encore loin de la véritable volonté de Joe Montemurro d'avoir une équipe qui presse énormément. L'OL l'a fait, hein, encore une fois, contre le Havre, le fait dans quasiment tous ses matchs, mais le fait pas de façon, complète, entière sur tout un match. Il y a encore des moments où l'équipe joue un peu recroquevillée sur sa cage, et ça peut être préjudiciable contre de très gros adversaires. Donc on est encore loin du compte. Concernant l'expression collective, c'est important pour cette équipe de l'OL. Mais bon, voilà, pour le job a été fait. L'OL a gagné 3-0. Et puis je vous mets d'ailleurs les statistiques concernant ce match. Certes, les chiffres sont têtus et on voit bien en termes de statistiques que l'OL a surclassé cette équipe du Havre. Ok, mais l'impression qu'on a eue du match, notamment sur la première mi-temps, pendant 1 heure de jeu, je dirais même, laisse quand même à désirer. Certaines joueuses, encore une fois, sont en deçà de leur niveau. Pour des joueuses quasi toutes internationales, on s'attend quand même à une production quand même de plus haute valeur, on va dire. On en est loin pour certaines joueuses, je pense à Van de Donk. Je vais mettre des notes là donc pour les joueuses. Il faut bon, on a encore le temps bien évidemment, on gagne les matchs. Encore une fois, tout se décidera à partir du mois de mars. Il faut qu'à ce moment-là, les joueuses soient vraiment
au pic de leur forme. Voilà. Allez, c'est le moment de la distribution des bonnes notes, des bons points et des mauvais points concernant ce match. On va commencer bien sûr par l'OL. Là, je mettrai dans le sac quand même toute l'équipe. J'ai trouvé l'équipe vraiment moyenne, très moyenne sur ce match. Après, c'est vrai que les enchaînements, on le sait, à un moment donné, il faut payer la note. C'est difficile de maintenir un niveau d'implication aussi important que celui que vous pouvez avoir en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est les étoiles, les paillettes. C'est plus facile de se motiver, effectivement, que sur un match de Première Ligue contre une équipe du Havre qui luttait, qui est dans une opération maintien et qui lutte pour le maintien. Donc c'est très difficile pour les joueuses, on le comprend, de maintenir un niveau d'application important. Il n'empêche, l'OL a quand même des ressources. Vous n'avez pas que 11 joueuses capables de proposer un jeu séduisant. Vous avez quand même une vingtaine de joueuses de très haut niveau. Vous avez de quoi faire, plus les filles qui viennent du centre de formation, dont certaines sont des pépites. Vous avez quand même de quoi faire, et je trouve que la prestation de ce week-end laisse à désirer. Donc je vais mettre la note de 5 parce qu'on a quand même gagné le match. La note de 5 pour cette équipe de l'OL, avec la plus mauvaise note, on va dire, décernée à Van de Donk. Encore une fois, je vais lui mettre la note de 4 sur 10. Elle est vraiment pas dans une bonne période. Il va falloir qu'elle se reprenne. J'espère que la trêve va faire du bien et qu'elle va revenir encore plus forte, parce qu'on a besoin d'une Van de Donk à son plus haut niveau. Et c'est pareil pour une Oran, pour une Dabritz qui a été invisible sur ce match. Je vais lui mettre aussi la note de 4 sur 10. Elle a été invisible sur ce match. Et même depuis qu'elle est arrivée à l'OL, je n'ai pas à l'esprit une action, un but, quelque chose qui m'a fait lever de mon siège la concernant, en me disant on a bien fait de la recruter. Je trouve qu'elle est très très loin de ce qu'elle peut faire. Elle a un QI football incroyable, et je me demande où il est passé. Quand je la vois jouer, elle montre très peu de caractère, elle est très peu visible. Il y a quelque chose qui ne va pas de son côté. Voilà tout ce que je peux dire concernant Sarah Dabritz. Du côté du Havre, je vais décerner donc la note de 7 sur 10 à Kans, que j'ai trouvé très très bonne techniquement, qui a beaucoup bougé sur le terrain, qui était à la pointe sur les phases offensives, qui a failli faire une passe décisive d'ailleurs pour FA, donc l'attaquant havraise, qui s'est beaucoup démultiplié. Voilà, c'est une joueuse qui m'a beaucoup plu, qui m'a tapé dans l'œil. Donc je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà, j'aurais pu mettre la note de 6, 7 sur 10 pour l'équipe du Havre, qui a joué crânement sa chance, qui s'est pas laissé impressionné par cette équipe de l'OL. Une équipe du Havre qui, si elle garde cette mentalité-là, cette façon de jouer, cette façon d'aborder les matchs, peut se maintenir en Première Ligue. Voilà les amis, j'ai été très très content de vous faire ce débrief sur l'OL. On va passer maintenant au match entre le PSG et Dijon. Voilà, donc on va parler maintenant du match entre le PSG qui recevait donc au campus PSG, donc cette équipe de Dijon, le DFCO, qui est sur une série incroyable depuis sa défaite contre l'OL au stade Gaston Gérard, qui enchaîne les victoires, tout simplement, donc une série parfaite. Et là, qui affrontait quand même
un des ogres du championnat de France, le PSG. Dijon qui traverse une période trouble, donc c'est très bien qu'elles enchaînent les victoires, qu'elles fassent parler d'elles de façon positive, de façon à ce que Monsieur Deballon, le bien nommé, donc le président du DFCO, change sa position, revoit sa copie concernant cette section féminine. Mais bon, là il fallait encore remettre le tablier et partir donc au mastic, donc contre cette équipe du PSG. Le PSG, je vous mets le score qui n'a pas fait de détails contre cette équipe du DFCO en gagnant 6-1. Donc vous voyez aussi les buteuses pendant que je vous parle. Ce qu'on peut dire, c'est que Fabrice Abriel montre au travers de ce match ses idées de jeu, là où il veut aller, sa personnalité aussi, puisqu'il a écarté purement et simplement Grace Guéhoro de la feuille de match. Grace Guéhoro qui est quand même la joueuse qui est normalement incontournable. Quand vous couchez votre 11 de départ, vous mettez forcément Grace Guéhoro dans cette liste. Eh ben non. Alors on sait pas trop ce qui se passe. Je sais qu'il y a de l'eau dans le gaz, si je peux dire, entre Grace Guéhoro et Marie-Antoinette Katoto. Je me demandais dans une vidéo si ça pouvait déborder sur le côté sportif. Visiblement, Fabrice Abriel a tranché dans le vif et a décidé de se passer de Grace Guéhoro. Pendant combien de temps, on verra. Force est de constater qu'il a eu raison, parce que on a vu un travail collectif de très haute qualité de la part du PSG, qui a maîtrisé ce match de bout en bout, avec une Marie-Antoinette Katoto qui met toujours son petit but, qui est bien placé au classement des buteuses. On a eu aussi un doublé d'Echegini, la Nigériane, donc en milieu de terrain, qu'on va retrouver face à l'équipe de France. Un magnifique but de Sakina Karchaoui. Allez le voir, ce but, il est magnifique, c'est un banger. Généralement, Sakina Karchaoui ne marque pas beaucoup de buts, mais quand elle marque, ça vaut le détour. Voilà, donc une très très belle prestation du PSG. Et puis aussi d'Orsine, la recrue estivale, qui montre pourquoi le PSG a misé sur elle, qui est une pépite, qui a 17 ans, hein, qui est encore en formation, en post-formation dans cette équipe du PSG, mais qui commence à marquer. Je crois que c'est son 2e ou 3e but. Donc à cet âge-là, c'est quand même peut-être même un record. Il faudrait voir dans l'histoire du PSG s'il y a eu des filles aussi précoces en termes de buts marqués sur une saison de première ligue. Quoi qu'il en soit, donc le PSG était vraiment très impressionnant, avec un Fabrice Abriel qui a vraiment la main sur l'équipe, qui montre de quoi il est fait, qui n'a pas peur de prendre des décisions polémiques, risquées, et ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression qu'il est quand même en train d'inverser la tendance par rapport à ce début de saison catastrophique où le PSG s'est fait éliminer de façon minable par la Juventus de Turin, et qui les empêche donc de participer aux campagnes européennes. Donc là, on se posait beaucoup de questions sur l'arrivée de Fabrice Abriel. Là, on voit que le PSG reste collé au basque de l'OL, à 1 ou 2 points derrière. Donc ça, c'est très bien. Ils ont l'OL en ligne de mire. Ils proposent un jeu quand même de plus en plus intéressant, avec une domination incroyable sur les équipes adverses. Donc ça, c'est très bien pour Fabrice Abriel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match. Et puis donc on finit cette review du week-end de championnat en première ligue Arkema avec le PFC qui se déplaçait à Fleury, donc un déplacement pas facile, un derby parisien pas facile, avec une équipe de Fleury que j'aime beaucoup, avec André Biancadani qui propose qui n'a pas froid aux yeux, et qui propose à son équipe d'aller quand même de l'avant. Une équipe de Fleury qui est 5e du classement derrière Dijon, et qui pouvait quand même
mettre en danger cette équipe du PFC? Bah, que nenni. Je vous mets le score du match donc entre le PFC et Fleury. Donc le PFC qui a gagné ce match 4-1. Quand on voit le PFC, quand on voit à quel point ils sont en train de fesser beaucoup d'équipes en première ligue, ils ont une telle marge sur le reste de la troupe en dehors du PSG et de l'OL. On est vraiment dégoûté qu'ils aient été éliminés par Man City. Alors Man City, c'est pas le premier venu. Man City, c'est un gros club. Ok. Mais je trouve que de se faire éliminer en prenant 8-0, en n'en mettant aucun, 8-0, voilà, en match aller-retour contre l'équipe mancunienne, c'est fort de café. J'ai l'impression que le PFC a manqué son rendez-vous de début de saison. Encore une fois, on voit les matchs ensuite contre les équipes de Première Ligue Arkema. On sait qu'il y a un gap entre les équipes de Ligue des Champions et les équipes de Première Ligue Arkema. Ok, mais quand même, là, ils ont mitraillé énormément d'équipes. Ils ont fait un superbe match contre l'OL. L'OL qui avait perdu 2 points contre le PFC. Voilà, c'est quand même rageant, c'est dommage. Le PFC qui squatte, je vous mets donc le classement des buteuses et des passeuses, squatte le classement, les classements donc de Première Ligue Arkema sur les buteuses et puis les passeuses, avec une Clara Matteo qui est très impressionnante, qui est donc première avec 10 buts. Donc c'est la première à atteindre les 10 buts en Première Ligue Arkema donc cette saison, qui met un triplé en 42 minutes, donc incroyable. C'est une joueuse qui a passé un échelon qui progresse de façon spectaculaire. Ça, c'est très bien aussi en perspective, bien évidemment, des échéances internationales pour l'équipe de France, notamment. Donc, très très bien, Clara Matteo. Donc, 10 buts, juste devant Lindsay Horan qui a 9 buts. Et puis, de l'autre côté, Julie Dufour, aussi, qui est une joueuse incroyable, qui montre aussi ses qualités créatrices, sa créativité en étant aussi donc première de classement au niveau des passeuses. Voilà, je connais moi aussi les qualités de Julie Dufour, j'aime beaucoup cette joueuse. Donc voilà, on a 2 joueuses là qui sont très importantes pour l'équipe du PFC et qui carburent complètement donc sur cette première partie de saison avec le PFC. Voilà. Alors Fleury, effectivement, je connais cette équipe, je sais que c'est une équipe qui aime d'aller de l'avant, donc certainement qu'il y avait des espaces derrière, et Clara Matteo s'est engouffrée dedans, c'est très très bien. Ça permet de voir un match spectaculaire, c'est très bien pour la Première Ligue Arkema. On retrouve donc les 3 mastodontes devant, on le savait très bien. Là, tout se décidera de toute façon pour le championnat au niveau des playoffs. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que les 3 mastodontes ont un rythme vraiment très impressionnant devant, et puis derrière, voilà, c'est un autre championnat pour cette Première Ligue Arkema. Voilà ce qu'on pouvait dire donc concernant le PFC qui est allé gagner donc brillamment contre cette équipe de Fleury dans un magnifique derby parisien. Et puis je vais vous remercier vraiment beaucoup encore une fois pour les amoureux du foot, les curieux du foot, ceux qui cherchent les infos, qui veulent savoir ce qui se passe dans le monde du foot féminin. Et ben voilà, c'est ici que ça se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer donc la cloche, commentez, likez, dislikez, faites quelque chose. Ça serait une toute petite action de votre part, mais une énorme action pour les filles, soyez-en sûrs. À très bientôt, va va voum!